Salut à toi, bienvenue sur notre chaîne Par ici la culture. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où nous allons tout simplement aller à la rencontre de Marie Pratt et Jacques Boutet, les auteurs du livre La filature Leblanc de Mantes-la-Ville 1917-2017. Marie Pratt et Jacques Boutet ont réalisé un album retraçant l'histoire de la filature Leblanc de Mantes, de la filature à l'actuel centre de formation à Fort. Suite au rachat de la machinerie de l'ancienne filature en 2009 et l'annonce de sa démolition un an plus tard, un collectif d'habitants se crée pour sa sauvegarde. L'ouvrage est le fruit de ses recherches et de ses rencontres. J'espère que la vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à lâcher plein de pouces bleus, à partager et à vous abonner à notre chaîne. Ça nous fera hyper plaisir. Déjà, merci à vous de nous recevoir. Je vous laisse vous présenter. Oui, Marie Pratt, j'habite Mantes-la-Ville depuis une trentaine d'années. Jacques Boutet, j'habite depuis 30 ans. Oui, aussi. À Mantes-la-Ville, dans une maison d'ailleurs de la filature. D'accord. Est-ce que, avant de commencer toutes ces questions, vous pourriez m'expliquer pourquoi vous avez écrit ce livre? En fait, on a appris en 2009 que le bâtiment qui est à côté de nous, là, on en verra peut-être plus en détail après, avait été racheté par la mairie, qui avait préempté pour éviter qu'un promoteur le démolisse. Effectivement, c'est un bâtiment de 1920 qui est assez audacieux pour l'époque, voûte en béton armé, etc. C'est une construction qui est intéressante. Et Jacques, qui était dans le bâtiment, moi pas du tout, mais qui m'intéresse, et j'habite dans un bâtiment ancien, donc ça nous a interpellés. On s'est dit c'est bien que la ville veuille sauver ce bâtiment. Et après on a appris que la ville avait l'intention de le démolir. Et là on s'est dit c'est un petit peu dommage, donc on s'est un petit peu plus renseigné. Jacques techniquement était très au courant, on a fait intervenir des architectes qui nous ont conseillé, y compris le CAE, c'est-à-dire le Conseil d'architecture et d'urbanisme et d'environnement, qui est une association départementale qui soutient les municipalités dans leurs projets. Et on s'est aperçu que le bâtiment était tout à fait sauvable, tout à fait utilisable, pas réhabilitable telle qu'elle, mais utilisable. Enfin, Jacques en parlera mieux. Et on s'est dit, quand même, c'est un peu dommage. Donc, puis on a voulu savoir qu'est-ce que c'était, parce qu'on nous disait que c'était la chaufferie. Voilà, la chaufferie, il n'y a plus rien à l'intérieur, donc on ne savait pas. Il y a juste un locataire qui fait tout à fait autre chose. Donc on ne savait pas ce que c'était. Donc on a commencé à se renseigner. Puis petit à petit, c'est une filature, on a tiré sur le fil et ça nous a emmené de plus en plus loin. Et on est allé jusqu'aux archives nationales du monde du travail à Roubaix, où est gardé le fonds Leblanc, parce que la filature Leblanc, c'était le nom des propriétaires, Leblanc, c'est des gens qui sont venus du Nord en 1914, parce que le Nord était tout bloqué, réquisitionné, ils sont venus travailler ici. Et donc on est allé jusqu'à Roubaix, on a regardé aussi les archives départementales, les archives municipales, les archives départementales, les archives nationales, on a vraiment travaillé notre question. Et au fur et à mesure qu'on faisait ça, on a rencontré des gens qui nous ont raconté des choses, des gens qui avaient travaillé ici. Il y avait une vraie mémoire et on s'est dit mais cette mémoire il faut la conserver, il faut qu'elle existe. Donc ils nous parlent, il faut qu'on note ce qu'ils nous racontent. Et donc on s'est dit on va faire un petit bouquin, comme ça si le bâtiment est détruit, au moins il restera quelque chose. Et comme on ne voulait pas terminer sur une note pessimiste parce qu'on pensait que ça serait peut-être détruit, on a demandé à deux jeunes architectes si ça les brancherait de faire un projet. Ils ont été enthousiasmés par le lieu, ils étaient encore pires que nous. Et ils ont fait un projet, et la fin du bouquin, c'est le projet alternatif. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on est venu à faire ce bouquin. C'est vraiment pour déposer cette mémoire, tout ce qu'on avait recueilli. On s'est senti obligé. Filature revient souvent. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que la filature? On parle de filature pour des usines qui font du tissage. Des usines textiles. Bon, c'est impropre, mais bon, l'usage peut se le permettre. Donc la filature Leblanc, c'était à proprement parler une filature dont elle faisait du fil. Elle faisait du fil pour divers usages. Elle est arrivée, donc, comme l'a dit Marie, pendant la guerre de 98, et donc elle faisait du fil beaucoup pour les besoins d'armement. Pendant toute la guerre de 14, l'économie elle est beaucoup tournée vers la satisfaction des besoins militaires, les besoins de guerre. Et donc le fil à cette époque-là, il va servir à faire le fil qu'on met dans les pneus des avions. Et puis sans doute, c'est pas très net, mais quand même du fil qui sert à faire de la toile pour les avions.
Mais ça va être beaucoup du fil industriel. Est-ce que c'est important pour vous de raconter l'histoire de cette usine? Oui, oui, comme on l'a dit, on s'est senti investi une certaine mission en quelque sorte par rapport aux anciens qu'on a rencontrés. Parce que bizarrement, la filature Leblanc a tourné ici, il y a eu jusqu'à plus de 500 employés à la fois, 500 personnes qui travaillaient en même temps, donc c'est important, beaucoup de monde. Il y avait 2 équipes, une du matin, une de l'après-midi, ça a tourné vraiment. Ils sortaient jusqu'à 8 tonnes de fil par jour, donc c'est énorme. Et donc, parmi ces 500 employés, en fait, il y a beaucoup de gens qui sont restés dans la région. Et donc la filature est arrivée ici en 1917-18, elle a fermé en 1961, et après ça a été autre chose, il y a eu une usine Gringoire, etc. Et bizarrement, on a retrouvé très peu de gens qui avaient travaillé après 61 dans le même lieu. Mais les anciens, ceux de la filature, il y en a pas mal qui habitaient encore là quand on a commencé une dizaine d'années à s'occuper de un peu plus de 10 ans, 12 ans, on a commencé à se soucier de ça. Okay. Moi, j'ai moi-même lu le livre, et quand je feuilletais les pages, en fait, j'ai été épatée par le nombre de documents, d'archives, d'images, et je me suis demandé comment vous avez fait pour procurer toutes ces images, tous ces documents. Alors il y a des gens qui nous ont fourni des choses, des photos personnelles, il y a des photos de famille, il y a des photos personnelles, et puis comme je vous le disais au début, en fait on est allé, il y a les archives municipales, il y a des journaux, y compris des journaux de l'époque qui ont disparu, mais on a rencontré des gens qui avaient gardé des exemplaires, ou on a consulté sur le site les archives départementales des anciens journaux, et puis les archives nationales du monde du travail, où il y a le fonds Leblanc, c'est-à-dire que quand l'entreprise Leblanc a pas quitté Mantes, mais quand elle a disparu, parce qu'elle a continué dans le Nord après 1961, mais après elle a disparu, ils ont mis la clé sous la porte. Et là, le fonds d'archives a été transmis, par exemple, on a les registres du personnel. Oui, j'ai vu. Alors, la première fois qu'on a montré ces images-là, on a des gens qui se sont reconnus, qui ont retrouvé leur nom, ou le nom de leur père ou de leur mère. C'était très émouvant. Selon vous, cette filature qu'on voit là autour de nous, est-ce qu'elle fait partie de l'histoire de Mantes-la-Ville? Bien sûr. Oui. Ah oui, bien sûr. Ah oui, ça a rythmé la vie de la ville. Il y avait les sonneries pour l'équipe du matin et ensuite l'équipe d'après-midi. Ça rythmait la vie. Et plein de gens qui n'ont pas travaillé à la filature nous disent on savait qu'il était telle heure quand on entendait la sonnerie de la filature. Enfin, c'était vraiment. Oui. Et puis 500 personnes qui travaillaient. Bon, les gens n'habitaient pas tous Mantes-la-Ville, mais il y en avait quand même beaucoup, ou de la famille aussi qui habite Mantes-la-Ville. En plus, les Leblanc étaient ce qu'on appelait, ces patrons, c'est la grande époque, ce qu'on appelle le paternalisme. C'est un capitalisme qui n'est pas uniquement financier, c'est des gens qui sont sur le terrain, qui travaillent eux-mêmes, qui sont dans l'entreprise, qui surveillent si tout se passe bien. Je ne dis pas de bêtises. Oui, en fait, qui participent quelque part. Ils mettent la main à la pâte. Oui. Et peut-être pas beaucoup dire. Mais ils sont présents. Mais qui sont impliqués dans la gestion, si ce n'est au quotidien, la gestion courante de l'entreprise. Oui, bien sûr. Et qui ont des œuvres. Il y avait des colonies de vacances, il y avait des associations sportives, des tas de choses comme ça qui étaient liées à la filature. Donc il y a beaucoup de gens qui ont participé, même sans travail à la filature, les enfants, les petits-enfants, et pour qui ça existait. 500 personnes, à l'époque, il y a 100 ans, il y avait combien d'habitants à Mantes-la-Ville? Toi, tu as peut-être plus ces chiffres en tête que moi. Avant la 14, il devait y avoir quelque chose, de mémoire, quelque chose comme 3 ou 4 000 habitants à Mantes-la-Ville. Donc 500 ouvriers, enfin pas tous Mantes-la-Ville, mais enfin vous voyez la proportion, c'est important. Surtout qu'à l'année, ça faisait plus de 500 parce qu'il y avait une rotation importante. Il y avait d'abord les gens qui commençaient très jeunes, ils pouvaient commencer à 14 ans. C'est-à-dire le lendemain des 13 ans. Oui, j'ai lu 13 ans. Voilà. Dans leur 14e année, oui, c'est ça. Voilà, c'est ça, le lendemain de l'anniversaire des 13 ans. Et il y avait beaucoup de femmes, et donc qui travaillaient avant d'être mariées, et puis pour la plupart qui cessaient de travailler une fois mariées. Ou une fois qu'elles avaient des enfants. Voilà, une fois qu'il y avait des obligations familiales. Et donc il y avait un turnover important. Il y avait beaucoup de gens qui rentraient, qui sortaient
on ne disait pas le RH à l'époque, mais le bureau du personnel devait avoir beaucoup de travail parce qu'il fallait beaucoup rayer des noms et remettre d'autres noms à la place. C'était important ce mouvement de renouvellement continuel. Alors ce qu'on peut dire, oui, juste sur l'histoire de Mantes-la-Ville, c'est vraiment une page de l'histoire de Mantes-la-Ville, parce que Mantes-la-Ville, jusqu'au début du XXe siècle, c'est essentiellement un bourg rural. Il y a des vignerons, il y a des meuniers, il y a des maraîchers, il y a des agriculteurs, c'est très rural. C'est un peu, on produit de la nourriture et quelques services pour les voisins de Mantes-la-Jolie. Et puis à partir de la guerre 14-18, là comme ailleurs ça a été un seul, ça devient de plus en plus industriel. Et là c'est une des premières grosses industries qui s'installent. Après il va y avoir bien d'autres usines, et celle-là c'est une grosse usine, et ça c'est donc l'autre Mantes-la-Ville, c'est le Mantes-la-Ville ouvrier. Et qui on a la ville industrielle. Qui est lié aussi à l'arrivée du train aussi. Ça a dû aider à cette industrialisation. Oui, mais c'est vrai qu'il était arrivé vers 1850, le train, donc ça a été assez long le processus pour passer du rural. Ça a été très progressif au cours du 19e siècle, et puis à partir de la guerre 14-18, ça explose. Il faut bien se représenter que ici c'était des terrains agricoles. Quand les Leblanc ont acheté, ils ont acheté un terrain énorme parce qu'ils n'avaient aucune limite. Il y avait que des. Il suffisait que les propriétaires des terrains veuillent bien leur vendre, c'est tout. Hein. Ils possédaient, c'était vraiment énorme ce qu'ils possédaient comme terrain. Je pense qu'il ne devait pas avoir trop le choix d'ailleurs, les propriétaires de vendre. Il a dû avoir, je ne sais pas comment c'était à l'époque, mais enfin une espèce de préemption pour arriver à la créer, cette usine de forte pression pour la créer. Donc je voudrais savoir en combien de temps ça vous a pris pour finaliser ce petit livre documentaire. Alors, il faut signaler aussi le travail. Il y a quelqu'un qui n'est pas crédité, là, dont le nom ne m'appellera pas, c'est le graphiste qui a fait la mise en page, parce que ça a l'air de rien, mais c'est un gros boulot. Et le choix qui avait été fait, c'est de mélanger les textes avec les illustrations et non pas renvoyer à des illustrations à la fin. Et je pense que c'est une bonne solution. Alors combien de temps ça nous a pris? L'idée de faire le bouquin a dû éclore en 2011, après notre première manifestation. C'était les Journées européennes du patrimoine, on fait une première manifestation. Et on a commencé à se dire que ça serait bien de faire une brochure. On avait pensé une petite brochure. Et puis de fil en aiguille, ça s'est étoffé et en fait on l'a réellement réalisé, on l'a présenté aux Journées du patrimoine 2017. Oui. Donc ce qui fait 6 ans quoi, pratiquement. La phase bouquin à proprement parler, écriture, oui, je dirais le final ça a été 1 an à peu près, mais avant il y a eu toute la phase pour rassembler les documents. Oui, à peu près 3 ans au total. 2-3 ans, le projet alternatif, tout ça, et puis voir comment le faire. Pour finir, on l'a fait nous-mêmes, on l'a édité nous-mêmes, on a demandé à Agnès Ben, on a fait les choses, on a fait le dépôt à la Bibliothèque nationale et tout à fait dans les formes. Mais au début, on pensait peut-être le faire avec un éditeur, avec une association, enfin on a patauger un petit peu là-dedans aussi. Ça nous a pas vraiment fait perdre du temps, mais un petit peu. Non. Il faut dire que la masse de documents importante, ça a été les archives du monde du travail, qui nous ont quand même pas mal alimenté. Une fois parti cet élan initial dont je parlais avec les gens qui nous apportent des choses et qui nous disent quasiment, mais alors qu'est-ce que vous allez en faire? C'était presque ça. Et après on a eu la chance qu'il y ait un fonds Leblanc. Les entreprises peuvent proposer des archives aux archives du monde du travail. Je pense qu'un nombre assez restreint le fait. Par chance, Leblanc l'a fait. C'est-à-dire qu'il était plus ou moins sur place. Leblanc, puisqu'entre-temps, Leblanc s'était replié dans le Nord. Et puis alors, il y a eu un truc assez sensationnel, c'est que juste avant, on était en train pratiquement de finaliser le bouquin, il y a eu la rencontre avec M. Janot. Oui. Il s'est trouvé qu'on a été contacté un peu par hasard par une jeune fille qui recherchait son arrière-grand-oncle, grand-père, qui a débarqué à la Forte parce qu'il savait qu'il y avait une filature. À la Forte, au centre de formation, nous connaissait puisqu'on avait collaboré sur les Journées du patrimoine avec des visites de l'usine. Jacques faisait une visite très technique des ateliers de l'usine.
Et donc ils ont dit, ah mais il y a quelqu'un qui va vous renseigner, qui habite à côté, etc. Donc cette jeune fille a débarqué chez moi. Et son oncle était le fils du directeur dont on parle dans le bouquin, on avait trouvé des archives. Et ce monsieur nous a apporté d'autres archives, et dont des photos que personne n'avait jamais vues dans la région. Il n'était même pas sûr, lui, que ça venait d'ici. Ces photos-là, qui sont vraiment à l'ouverture de la filature, en 1919. Lui, il ne savait même pas, c'était tout un fond, on a fait le tri ensemble, il n'était même pas sûr que ça venait d'ici. Et donc, il nous a apporté tout ça, et alors c'était juste, un tout petit peu avant qu'on ait fini le bouquin, c'était extraordinaire. Et ils étaient contents d'ailleurs, ils sont venus, puis des films, des petits films, alors là, c'est des portes ouvertes après la guerre, juste après la guerre, on pense que c'est 44, 45, 45 ou 46, enfin, voilà. Et là, le film, c'est un côté encore plus émouvant, parce que là, on voit pas seulement des murs, mais on voit des gens qui bougent, alors on n'a pas le son. Et les machines qui bougent. Mais on voit tout ça qui vit. Et on était émus quand on a vu ces films pour la première fois, ça nous a fait drôle, parce que ces machines qu'on finissait par bien connaître, et puis on avait surtout un monsieur Mauger qui est beaucoup cité, Jacques Mauger, qui nous a beaucoup documenté, il nous a beaucoup expliqué, parce que lui, il allait partout, il travaillait à l'entretien, donc il nous a bien expliqué. Et donc d'un seul coup, on voyait ces machines qu'on croyait connaître à cause de Jacques, qu'on n'avait jamais vu en vrai, et on les voyait bouger, ça nous a fait drôle, quoi. C'était très amusant. Il était temps de collecter son témoignage, qui était tout à fait passionnant, qui a beaucoup alimenté le livre, et qui est décédé juste après l'apparition du livre. Il a eu le temps de voir le livre. Il était content. Et voilà, donc c'était ça, on a travaillé un petit peu, je dirais pas dans l'urgence, mais un petit peu avec cette idée de se dire aussi, non mais faut pas qu'on traîne là-dessus, parce que les gens qui peuvent nous en parler, ils seront plus là d'ici pas très longtemps pour nous en parler, donc cette mémoire, si on va pas la collecter, elle sera perdue pour toujours. Et c'est pour ça qu'on avait mis en exergue, on a mis en hommage, et c'est depuis que l'on a sorti le livre et qu'on l'a présenté en public, on peut doubler cette liste, parce qu'il y a d'autres gens qui sont venus nous trouver. Il y a une chose qui est assez sensationnelle, il y a une photo là, c'est la crèche de l'usine vers 1927 ou 1928, c'est sans doute la nièce d'un des petits bébés là qui nous a donné cette photo, sa mère travaillait à la filature. Et après qu'on ait présenté le livre, on a une dame qui nous a téléphoné, elle avait 95 ans. 96 ans, elle est là-haut. On a été très exigeants sur la véracité, c'est-à-dire on a tout vérifié. Si on avait une info, si on avait une source, on recoupait, on vérifiait avec plusieurs... à l'époque, on parle beaucoup de fake news. C'est important de savoir parce qu'on nous avait raconté, il y avait quelques personnes qui habitent Mantes-la-Ville depuis plus longtemps que nous, qui nous avaient dit « Ah oui, c'était tel truc ». Non, pas du tout, c'était pas du tout ça. Ici, c'était la chaufferie, non, c'était juste la chaudière. Non, pas du tout. Et donc, on a vraiment travaillé nos archives à chaque fois, recoupées. Et quand on a fait des interprétations, comme par exemple le schéma pour indiquer à quoi servait cette fameuse machinerie ici, on l'a fait bien sûr sous forme de schéma et on a bien expliqué que c'était une hypothèse, mais que d'après ce qu'on avait compris, parce qu'on n'avait pas suffisamment de... Voilà, si, on avait suffisamment d'éléments pour savoir comment ça fonctionnait, mais on n'avait pas de photos vraiment de l'époque. Donc on a bien séparé les choses et je crois que là-dessus on a été assez exigeant et ça on peut être, là pour le coup on peut être un peu fier parce que on a été correct. En fait on n'a pas eu de retour qui nous dit non mais attendez là vous êtes planté, vous avez raconté que c'est pas ça du tout. On n'a pas eu de retour comme ça, on a eu des retours pour nous dire ah mais vous n'avez pas parlé de ci et parlé de ça. C'est vrai, on a des choses on peut pas... Voilà, on est une soixantaine d'années après, c'est difficile quand même de tout reconstituer avec encore une fois une mémoire qui... Ce qui est un peu touchant, c'est ce côté un peu souterrain de la mémoire. C'est-à-dire qu'on n'en parle pas. Moi j'habite dans une maison de la filature Leblanc, mais bon, je savais bien vaguement que c'était ça, mais qu'est-ce que c'était la filature Leblanc ? À
quelle époque ça s'était créé, pourquoi, comment. Je m'étais jamais beaucoup intéressé à la question et personne ne m'en avait vraiment parlé. Enfin, et là, ce qui est amusant, c'est qu'on crée un tout petit point de fixation et là, il y a des choses d'un seul coup qui remontent. C'est quand même, ça veut dire quand même que dans les têtes, cette mémoire, elle y est. Mais qu'elle demande d'être réveillée. C'est peut-être ça, s'il y a une fierté, c'est un peu ça, c'est d'avoir, un peu volontairement, d'avoir réveillé cette mémoire. Ouais, s'il y avait une fierté, ça serait ça. Bon, après, sur le bouquin, je ne pense pas qu'en effet, une œuvre littéraire qui marquera... Moi, pendant qu'elle est enrichissante, je pense que vous pouvez être fier de vous. Moi, par exemple, il y a plein de choses que je ne savais pas et du coup maintenant je le sais. Vous m'avez enrichi d'une certaine façon, du coup je vous remercie. Et j'ai la dernière question que je vais vous poser, c'est est-ce que vous avez un message à faire passer aux mentois? Moi, s'il y avait un message, c'est que c'est important de garder la mémoire. C'est important. Moi, je me souviens d'une époque lointaine où un jour j'avais rencontré un monsieur qui était le hasard de la vie, c'était un fonctionnaire des Nations Unies qui était un peu désespéré, qui m'a dit, à moi et à d'autres, on était une bande, si vous voulez comprendre quelque chose à la vie, bouchez l'histoire et la géographie. Parce que pour comprendre, il faut savoir ce qui s'est passé avant, pourquoi on en est là, pourquoi les choses sont comme ça. Et là, vous comprendrez un petit peu, et ça vous aidera aussi pour la suite. Aujourd'hui, on est dans une époque qui s'intéresse beaucoup au présent, qui nous demande de courir. Et ça nous oriente uniquement vers une espèce d'horizon qui fuit tout le temps, qui est toujours plus loin. C'est intéressant de temps en temps de se poser la question. Voilà, pourquoi les choses vont bien, pourquoi les choses sont comme ça. C'est pas juste une espèce de plaisir qui pourrait être un peu malsain, un peu de la nostalgie pourrait être un peu gratuite, mais c'est quand même de comprendre un petit peu plus la vie collective, comment un lieu, les gens évoluent, pourquoi ils évoluent comme ça. Surtout qu'il y a des choses qui reviennent. Là, par exemple, on entend, je pense par exemple ces maisons de la filature, les maisons étaient petites, il y avait une cuisine, une petite pièce un peu salon, puis 2 chambres à l'étage, c'était tout. Beaucoup de gens ont après aménagé dans le grenier pour agrandir ou bâti une petite arrière-cuisine en plus. Mais il y avait un grand jardin. Pourquoi? Parce que les gens faisaient du potager, les gens faisaient leurs légumes. Et c'est très tendance aujourd'hui, les gens nous parlent tous de potager, même s'ils y connaissent rien, ils confondent la bourrache et la tomate. Mais c'est des choses comme ça, c'est une espèce d'histoire qui est... Alors aujourd'hui, il y a des maisons où il y a des grands jardins, les gens font des pelouses, ça les barbes de tondre la pelouse. Bon. Là, on cultivait ses légumes, quoi, c'est tout simple, quoi. Il y a des choses. Et puis le bâtiment lui-même, au niveau bâtiment vraiment technique, il tient le coup. Il a supporté les bombardements en 1944. Tous les carreaux sont tombés alentour. Il y avait une batterie qui a tiré là, tout près d'ici, pendant plusieurs jours. Tout a vibré et tout. Le bâtiment, il a tenu le coup. Il y a des fondations d'une solidité extrême. La batterie envoyait des obus de l'autre côté de la Seine. Vous voyez, plus loin que la ligne de crête là. Donc, je veux vous dire que ça tirait fort et elle était là tout près. Et donc ce bâtiment, il a vraiment, celui-ci en particulier, les bâtiments, les ateliers, on n'en dirait pas tout à fait la même chose, c'est un peu plus difficile à réutiliser. Mais là, c'est vraiment... Et en plus, même si on veut parler économie stricte, etc., économiquement, financièrement, démolir, ça coûte cher. Démolir, ça coûte cher, il faut démonter, il faut recycler, etc. Alors que se servir de la coque du bâtiment pour faire quelque chose, ça serait sensationnel. En plus, on est en région parisienne, ça aurait une gueule sensationnelle et ça attirerait des tas de gens qui viendraient faire des photos. Ça donnerait comment dirais-je, un prestige à la ville. On est tout près de Paris. On peut craindre avec tous les terrains au-dessus, il y a l'ancien bâtiment de la sécurité sociale qui a été construit dans les années 60-70. C'est pas du tout, là c'est de la daube comme construction techniquement. On peut penser qu'un jour il y aura une résidence, des immeubles, puisque maintenant c'est comme ça que ça se passe.
Mais on peut garder ça, même dans le projet alternatif, il y a des appartements, il y a des façons de faire, et ça peut être prestigieux pour la ville. Et c'est ça qu'on espère, moi c'est ça que j'espère. S'il y a quelque chose que j'aimerais faire passer au niveau de Mantes-la-Ville, et surtout des responsables, en particulier des responsables politiques, c'est cette idée de se bagarrer pour conserver ce bâtiment, l'intégrer éventuellement à autre chose, mais le conserver et l'utiliser. Parce que des bâtiments de cette époque et de ce style, il y en a eu énormément, mais ils ont presque tous disparu. Et c'est vraiment une chose intéressante. Alors, là, je tombe dans les gros trucs, mais les cathédrales comme la collégiale de Mantes, s'il n'y avait pas eu industriel comme ça, et c'est une démarche aussi valable que, mais le passé, l'histoire plus proche est plus difficile à concevoir. Maintenant, les cathédrales, pour tout le monde, c'est magnifique, les cathédrales gothiques, mais ça n'a pas toujours été comme ça. Du coup, je vous remercie de nous avoir reçus. Je vous remercie au nom de toute l'équipe d'École et Culture. Franchement, ça m'a fait un réel plaisir de vous interviewer ici. Et j'espère vous revoir bientôt. Bien sûr, bien sûr. Merci à vous. Ça nous fait bien plaisir de vous voir et de voir des gens qui s'intéressent à tout ça. Merci. Franchement, ça fait hyper plaisir.